Merci d'être là. Sachez qu'on est 115 à s'être inscrits ce matin. Je ne sais pas encore le nombre de présences réellement. Linda va nous informer de ça plus tard. On a un thème du télétravail. C'est un thème hautement d'actualité, n'est-ce pas, avec ses défis, ses avantages. Aujourd'hui, on va avoir 3 grands thèmes à notre rencontre. Dans un premier temps, Hugo Berger de Télétravail Académie et Yves Levasseur de Levasseur Warren vont nous dresser le portrait du télétravail en 2020. Donc, le télétravail qui est un nouveau mode de gestion et d'entrepreneurship, mais plus précisément, ils vont traiter de l'autonomie, l'imputabilité et la responsabilité légale, donc la portion contrat et cadre juridique du télétravail. Ensuite, la réorganisation de la productivité en télétravail, donc les technologies de l'information et la communication. Et une portion sur l'ergonomie qui est importante. On parlait de travailler debout tout à l'heure pour ceux qui nous ont entendus. Donc, c'est une partie très importante. Finalement, on va parler de culture d'entreprise et gestion à distance, donc mobilisation d'équipe et rôle du gestionnaire coach. Ça va être notre premier temps de la rencontre. Dans un deuxième temps, on va vous diviser en sous-groupes afin de vous faire échanger sur 2 questions. Votre plus grande catastrophe en télétravail dans la dernière année et votre plus grand triomphe en lien avec le télétravail dans la dernière année. Donc, vous comprenez que le but est de vous faire échanger sur vos bonnes et vos moins bonnes pratiques en télétravail. Dans un troisième temps, on va vous faire revenir en grand groupe et on va demander à un représentant par sous-groupe de mettre dans le chat vos catastrophes et vos triomphes. Ça va être une belle opportunité pour Hugo et Yves d'adresser les catastrophes avec des conseils, de souligner les triomphes comme bonne pratique. Ça va être aussi un moment où vous aurez la parole afin de poser les questions sur des cas précis en télétravail. Donc, un 90 minutes vraiment informatif et stimulant auquel je vous souhaite de participer en pleine présence, c'est-à-dire en résistant à la tentation de ne pas répondre à vos courriels et d'utiliser votre cellulaire, ce qui risque d'être le plus difficile. Alors voilà, je vous informe finalement que la rencontre est enregistrée afin de nous permettre de l'offrir en rediffusion au plus grand nombre d'entrepreneurs possible. Donc, on est maintenant prêt à entendre nos conférenciers. Tout d'abord, Yves Levasseur. Yves, qui est coach certifié avec la Fédération internationale des coachs et formateur agréé de la Commission des partenaires du marché du travail. Il possède plus de 20 ans d'expérience comme gestionnaire dans les grandes entreprises, notamment Postmédia, donc Montréal Gazette, Bell, Québecor et Groupe Page Jaune. Il est maintenant président de Levasseur Warren Coaching Incorporé et il collabore avec plusieurs entrepreneurs afin de développer, entre autres, leur habileté de coach leader requis dans le télétravail. Et Hugo Berger, qui est le fondateur de la première entreprise québécoise exclusivement dédiée à la formation et l'optimisation du télétravail. C'est aussi un spécialiste en solutions de développement d'affaires, que ce soit la génération de prospects, l'encadrement de la gestion des ventes ou l'optimisation des performances en support au développement d'affaires. Hugo est lui-même entrepreneur et gère depuis 20 ans sa propre entreprise où son équipe est elle-même en télétravail. Alors voilà, Hugo et Yves, à vous la parole. Bonne présentation. Bien, merci beaucoup, Martine. Merci pour l'invitation. Bonjour à tous. Fait que oui, effectivement, le Levasseur Warren, on fait du coaching d'affaires. Donc, je collabore principalement avec des coachs certifiés, des formateurs agréés aussi et différents consultants. Je vous dirais que les sujets de l'heure cette année, beaucoup de virages numériques, on s'est fait jaser. Et particulièrement le télétravail. Fait que suite à l'invitation de Martine, j'ai demandé à mon collaborateur de longue date, M. Hugo Berger, président de Télétravail Académie, en fait, c'est lui qui va faire la présentation ce matin. Hugo est un spécialiste, mais je dirais un généraliste aussi, parce que lui aussi travaille avec plusieurs spécialistes. Donc, évidemment, du côté légal, il va avoir des aviseurs légaux, avocats, tout ça. Donc, je vais laisser Hugo expliquer un peu ça. Je vous souhaite une excellente conférence et Hugo, je te laisse la parole. Bonjour, merci beaucoup Yves. Donc, évidemment, on va parler de télétravail. J'ai baptisé ma petite présentation ici. Le télétravail, tout le monde voit bien mon écran, c'est bon? Non. Non. Parfait. Good. Ça. Maintenant, c'est bon? Ça s'en vient. Oui. Ça s'en vient, oui. Good. Super, merci Hugo. Cool. Donc, j'ai baptisé la présentation « Trouver l'équilibre entre le présentiel et le virtuel ». Puisque le télétravail polarise. Donc, vous avez probablement remarqué que depuis le début de la crise,
il n'y a pas grand-chose à part la gestion des gouvernements de la crise en tant que telle qui polarise autant que le télétravail. Donc, les gens adorent le télétravail ou ils détestent ça. Mais le bottom line, c'est qu'il faut vivre avec. Donc, ça veut dire qu'il faut changer. Pour la plupart des gens, ça veut dire une adaptation d'envergure. Puis l'adaptation pour le télétravail ne représente pas seulement l'adaptation pour le travailleur, le télétravailleur, mais aussi pour le gestionnaire d'entreprise. Donc, le télétravailleur doit apprendre à travailler différemment et le gestionnaire à changer son style de gestion. Donc, évidemment, il y a une perception qui est erronée par rapport au télétravail, c'est que soit les gens se disent qu'il faut en faire un maximum, puis il y en a d'autres qui fuient ça comme la peste, qui veulent en faire un minimum. Bien, évidemment, l'idéal se trouve entre les deux. Ce qu'il faut faire, idéalement, c'est trouver c'est quoi notre équilibre à nous en télétravail. Notre équilibre à nous, j'entends par là l'équilibre de notre entreprise. Ce n'est pas toutes les entreprises qui sont égales face au télétravail. Donc, ce qu'on veut faire, c'est une évaluation du modèle d'affaires et du capital humain pour réussir notre changement. Comme disait Martine, il y a plusieurs sujets dont vous vouliez traiter aujourd'hui, l'autonomie, l'imputabilité, réorganisation, culture d'entreprise. On a classé vos thématiques en 3 volets. Le premier volet qu'on va couvrir ce matin, c'est le contrat et le cadre juridique du télétravail. Le deuxième, ce sera les technologies de l'information et l'ergonomie. Puis, on va finir ça avec la mobilisation d'équipe et le rôle du gestionnaire. Avant de commencer, je veux juste mettre en perspective ici le fait que nous disposons de 40 minutes pour couvrir l'ensemble des thématiques. Ce qui veut dire qu'on n'ira pas en profondeur pour aucune d'entre elles. Malheureusement, on va démystifier les thématiques, on va proposer des pistes de solutions, mais découragez-vous pas parce qu'il y a plusieurs ressources, plusieurs entreprises qui offrent du support, des formations, du coaching, de l'accompagnement. Nous, on a l'avantage chez Télétravail Academy de se focusser exclusivement sur le télétravail. Puis d'ailleurs, Levasseur Warren, le partenaire qui nous permet d'être là aujourd'hui, merci beaucoup Yves, vous fait cadeau à tous d'une formation, tous les participants, complète en e-learning que vous allez pouvoir trouver sur la plateforme de Télétravail Academy. Les détails suivront plus tard. Donc, on commence ça avec le contrat et le cadre juridique du télétravail. On a souligné la présence ici de quelqu'un qui venait de la Suisse. Ce qui est important de comprendre, c'est qu'au niveau légal, il y a des juridictions à respecter, bien que l'esprit de la législation relative au télétravail soit la même en Occident. Il y a des particularités, il y a des aspects qui sont plus régionaux. Donc, par exemple, en Europe, le télétravail est enchâssé à même la loi depuis plus d'une dizaine d'années, alors qu'au Québec, on parle plus de jurisprudence pour encadrer le télétravail. Ce n'est pas encore un travail qui a été fait. Donc, c'est très important de consulter ces experts légaux locaux. Mais évidemment, pour ne pas léser personne ici, dans le document, ce document-ci va être partagé après la rencontre, j'ai ajouté des liens qui vous permettent d'avoir des informations sur les législations des juridictions qui sont présentes aujourd'hui, mais qu'on n'aura pas le temps de traiter, donc la Suisse, la France et la Belgique. Bon, comment on évite le contrôle d'adhésion? C'est sûr que d'emblée, on veut en faire un, mais ce que je vais vous dire maintenant et que je vais redire plus tard, c'est que le télétravail, l'adaptation qu'on fait au télétravail doit être proportionnelle au potentiel de télétravail qu'on a. Donc, si on n'a à peu près pas de potentiel de télétravail, 2-3 employés qui peuvent faire du télétravail, on n'a pas besoin de se casser le pompon pour faire de la documentation exhaustive. Par contre, c'est important de garder trace écrite ou audio des négociations qu'on a eues avec le personnel concerné. Pourquoi? Parce que si jamais il y a un litige, vous voulez être capable de démontrer que vous avez fait votre part. Mais la plupart d'entre nous devront procéder au développement d'un contrat de télétravail puis de politique de télétravail, bien entendu. Donc, qu'est-ce qu'on veut trouver là-dedans? Dans le préambule, évidemment, le type d'entreprise, c'est quoi la relation employé-employeur, quelles sont nos intentions et la confidentialité du document. On veut prendre le temps d'ajouter des définitions pour clarifier les choses, puisque la définition du télétravail en tant que tel peut varier d'une entreprise à l'autre.
On veut savoir où auront lieu les prestations des tâches par les intervenants. Quel sera l'horaire de travail? Très, très important, surtout si on a des craintes par rapport à la productivité des employés. Et quelles sont les fonctions de tout un chacun et la confidentialité? C'est quoi de l'information confidentielle à définir dans le document? On veut aussi prendre soin de prévoir des imprévus, comme des grossesses, par exemple, des horaires mixtes, des conditions exceptionnelles. Donc, qu'est-ce qui se passe quand on perd une connexion Internet? Qu'est-ce qui se passe quand on a un enfant malade? Donc, comment on gère ça? Les clauses diverses qu'on veut intégrer dans notre contrat, qu'est-ce qui se passe en cas de vol, de bris ou de perte? Ça, c'est particulièrement important si vous avez du matériel qui appartient à l'entreprise, qui est utilisé par le télétravailleur. Donc, quelles sont les pénalités, les indemnités en cas de vol, de bris, de perte? Qui s'occupe de faire les mises à jour, les installations logicielles? La non-renonciation au droit, ça ici, là, c'est une clause qui vaut son pesant d'or, puisque dans un souci d'accommoder nos ressources, on va souvent faire des compromis sur ce qu'il y a décrit dans notre contrat. Par exemple, si jamais il y a un bris matériel qui est la responsabilité de notre employé, on va pouvoir participer, par exemple, à l'acquisition du nouveau matériel par bonté de cœur, par exemple. Par contre, c'est pas parce qu'on le fait une fois qu'on est tenu de le faire constamment. Donc, la clause de non-renonciation prend toute son importance ici. La divisibilité, ça c'est important pour s'assurer qu'on peut changer les parties du document sans avoir à le réviser dans son entièreté. Et comme on l'a dit, précisons la juridiction. Maintenant, il faut garder en tête la santé et sécurité au travail. Au Québec, on a une instance qui s'appelle la CNESST. Donc, si on planifie nos règles de télétravail en fonction de la mission de la CNESST, on se donne des chances que ce soit beaucoup plus recevable. Donc, on veut éliminer les dangers à la source, promouvoir les obligations en matière de travail, puis s'assurer du respect des travailleurs. Il y a une autre loi aussi qui doit être considérée, c'est la loi sur les normes du travail. Cette loi-là, je vous dirais particulièrement l'aspect du harcèlement. Donc, on est responsable de l'utilisation d'une façon éthique des nouveaux modes de communication. On veut s'assurer que les gens appliquent les conditions de nos politiques et on veut donner les moyens aux gens de faire des plaintes, un mécanisme qui est adapté au télétravail. Une autre loi à considérer, comme vous voyez, il y en a plusieurs. La loi sur les accidents de travail et les maladies professionnelles, c'est important ici de comprendre c'est quoi les critères d'identification. Donc, c'est quoi qui va déterminer un accident de travail en télétravail? C'est où ça s'est passé, à quel moment, est-ce que la personne était payée au moment où l'accident s'est produit? Est-ce qu'il y avait une existence d'un degré d'autorité, de subordination au moment de l'événement? À quoi servait l'activité en tant que telle? Puis, est-ce qu'il y avait un lien avec l'accomplissement du travail? OK, maintenant, si on parle de politique de télétravail, ce qui est fortement recommandable à ajouter dans vos pratiques, vous voulez vous assurer que les règles sont recevables, qui sont validables. Pour ce faire, gardez en tête que la règle doit être en accord avec la convention collective, que la règle doit être claire. Il faut que les gens puissent la comprendre aisément. Ensuite de ça, il faut que ce soit raisonnable. Il faut que ce soit aussi porté à la connaissance. Donc, les gens doivent savoir qu'elle existe, cette règle-là, puis qu'il y a des conséquences si on ne l'applique pas. Et finalement, il faut que ce soit équitable pour tous, donc que ce soit appliqué d'une façon uniforme. Là, je vous parle de vos obligations d'entrepreneur, mais sachez que vos employés, vos ressources ont, elles aussi, des obligations enchâssées dans la loi. Donc, ils ont un devoir de confidentialité, par exemple, qui va relativement loin, puisque le Code civil nous dit que le salarié doit exécuter son travail avec prudence, diligence, loyauté et honnêteté. Et il est tenu à cette attitude
pendant un délai raisonnable après la période de prestation. Donc, pour rester avec les employés, sachez qu'ils ont des dépenses qui sont déductibles maintenant. Le gouvernement, dans sa grande générosité pandémique, donne jusqu'à 500 $ de déduction pour les installations à la maison à vos employés. Il y a aussi d'autres frais qui sont déductibles, là. Par contre, il faut faire un choix. Soit l'employeur rembourse ou soit c'est déductible d'impôt pour l'employé. On ne peut pas faire du double dipping, comme on dit. Il y a des conditions, évidemment, pour que tout ça soit autorisé. La première, c'est que les employés doivent travailler au moins 50% du temps à la maison. Pour ce faire, ensuite de ça, on peut déduire une partie du logement. Si vous êtes propriétaire, il y a un autre calcul à faire, mais c'est déductible. Les fournitures de bureau, téléphonie, Internet. Maintenant, je vais vous parler de réorganisation de productivité en télétravail en parlant des technologies de l'information et de l'ergonomie du télétravail. Donc, comme l'ensemble de ce que vous devez considérer pour vous adapter au télétravail, pour l'optimiser, que ce soit pour la formation continue, l'acquisition de talent, les processus, les procédures, l'environnement TI, vous devez analyser ce que vous avez maintenant. Vous allez avoir un portrait de ce avec quoi vous travaillez. Donc, j'ai quoi comme infrastructure disponible? Donc, évidemment, on parle de TI, là, technologie de l'information et communication. Quel âge ont mes équipements? Ils vont toffer combien de temps? Puis, sur quelle connexion Internet je peux m'appuyer pour faire ce travail-là? C'est important de le savoir avant d'aller plus loin. Le budget, il faut budgéter tout ça. Évidemment, pour être capable d'avoir un budget qui est cohérent, ça prend une capacité d'analyse. Évidemment, si on ne l'a pas à l'interne, on peut aller la chercher à l'externe. Il faut identifier le matériel à acquérir ou à remplacer. Et l'investissement doit être proportionnel au potentiel de télétravail. Je reviens, comme je l'avais promis tout à l'heure là-dessus. Très important, si vous avez un fort potentiel de télétravail, ça vaut la peine d'investir. Puis on ne parle pas d'une dépense, mais d'un investissement dans votre télétravail. Par contre, si votre potentiel de télétravail est infime, il faut justement que l'adaptation que vous en faites soit proportionnelle aussi. Donc, il y a moyen de faire des changements qui sont beaucoup plus modestes et qui représentent moins d'investissement. Toujours garder en tête de rester proportionnel avec votre potentiel dans vos investissements. Les outils de télétravail, là, on pourrait faire le 40 minutes juste là-dessus. Il y en a, puis on n'a pas fini d'en voir. Moi, ce que je vais faire, c'est nommer les principales catégories. Dans le document, vous allez voir, là, il y en a qui sont identifiés plus particulièrement. Si ça vous intéresse, je vous invite à y retourner peut-être par la suite, aller voir ce qu'il y a. Donc, comme outil, il y a des outils de connexion à distance de type VPN. Donc, il y a plusieurs options là-dedans. On a des ordinateurs virtuels, donc le Virtual Desktop, qui est une technologie pour le travail à distance. Il y a plusieurs options là aussi. Et on a les applications web SaaS. SaaS étant un acronyme pour Software as a Service. Donc, il y a plusieurs options là aussi. Évidemment, au-delà des outils de télétravail, il y a des types d'hébergement à considérer. Donc, vous pouvez être hébergé littéralement avec votre propre matériel dans vos installations. Vous pouvez être dans l'info nuagique ou être en colocation dans un espace de serveur hébergé. Il y a des technologies à choisir comme, évidemment, les pare-feux, c'est primordial pour la sécurité, bien entendu, et les commutateurs connus plus sous le nom de switcher. Outils de partage de fichiers, encore là, il y en a toute une pléiade de disponibles. J'attire votre attention sur la pertinence des connexions VPN, puisque les connexions VPN ont un aspect très sécuritaire. C'est l'idéal si vous avez des enjeux d'intégrité de données. Les outils de collaboration, il y en a deux types particulièrement connus. Il y a la visioconférence, comme ce qu'on utilise en ce moment, et il y a les outils de clavardage. Mais il y a des outils qui font les deux en même temps. Moi, je vous invite à utiliser ce type d'outil, ce qui permet
de réduire la courbe d'apprentissage. Donc, un outil qui fait les deux. La téléphonie IP, ici, c'est une pierre angulaire de la fluidité en télétravail. Hyper important de comprendre comment ça fonctionne. Donc, c'est possible en téléphonie IP d'avoir encore une fois un système qui est local, d'avoir des équipements sur place dans nos installations, puis c'est possible de travailler avec de l'info nuagique exclusivement, mais ce qui devient très intéressant, c'est les possibilités au niveau des appareils qu'on peut utiliser pour utiliser la technologie téléphonie IP, Voice over IP. On peut avoir un softphone dans notre ordinateur, on peut avoir un téléphone physique IP et on peut avoir une application sur notre cellulaire. Maintenant, pourquoi j'appelle ça une pierre angulaire? C'est parce que avec la technologie là, de la Voice over IP, elle est mature. Peut-être que vous avez eu des contacts avec Voice over IP il y a 10-15 ans où c'était pas tout à fait au point, puis il y avait beaucoup de, disons, d'impuretés dans le son. Maintenant, c'est évacué, c'est cristallin. Donc, ce que ça fait, c'est que ça vous permet, entre autres, d'avoir des appels entrants à votre entreprise qui vont être redirigés par la téléphonie IP directement sur l'application du choix de votre employé en télétravail. Donc, votre employé peut être au chalet avec son iPhone et recevoir du bureau directement un appel qui a été transféré sans que l'appelant soit au courant qu'il y a eu un transfert. Donc, c'est une expérience qui est seamless. Il va de même pour les appels sortants. On peut programmer notre téléphonie IP pour utiliser notre numéro de téléphone d'entreprise et faire des appels sortants qui vont afficher notre numéro et afficher même le nom d'entreprise. Maintenant, au niveau de l'investissement, c'est sûr que si vous avez des enjeux de sécurité élevés, c'est toujours mieux d'être propriétaire de son équipement, de l'avoir, ou d'avoir un service hébergé avec des garanties. Par contre, la technologie, comme je vous dis, elle est mature, donc c'est possible à faible coût. Je vous dirais aux alentours de 25 et 35 $ par poste d'avoir une ligne IP avec toutes les fonctionnalités dont je viens de décrire. Donc, c'est un must si vous n'avez pas déjà la téléphonie IP. Maintenant, la planification de l'assistance technique, bien sûr, on va avoir du personnel de support. On veut qu'il soit formé à nos nouvelles façons de travailler, puis on veut qu'il s'occupe de faire l'installation. Autant que faire se peut, autant à distance, c'est sur les systèmes de nos employés intervenants, mais aussi physiquement. Si vous pouvez envoyer vos techniciens configurés sur le matériel que vous prêtez ou qu'utilisent vos fournisseurs, vos employés, c'est l'idéal. Comme ça, vous êtes sûr que ça fonctionne adéquatement. Les services gérés par un partenaire. Ici, là, j'attire votre attention sur le partage de la responsabilité. Donc, c'est beaucoup de stress d'avoir à assurer l'intégrité de nos installations. C'est hyper important, puis beaucoup de choses reposent là-dessus. Quand on partage avec un partenaire externe le monitoring, ben, on partage la responsabilité avec eux sur la sécurité, sur les antivirus, les mises à jour, sur les pare-feux, par exemple, et sur notre infrastructure en général. Et ce qui est important de comprendre, c'est que ces gens-là ont des garanties, ont des assurances. Donc, s'il y a des problèmes qui surviennent dus à un manque de vigilance ou une erreur, ben, vous n'avez pas juste une facture à payer, mais vous avez un chèque de la part de votre partenaire. Donc, très important à considérer le partage de la responsabilité, l'intégrité des TI. Politique d'utilisation. Hugo, on a une question. Louis aimerait que tu parles du risque de sécurité lié au téléphone IP. OK. Tu veux qu'on fasse ça maintenant ou tu veux qu'on se réserve ça? C'est une question qui est sur le chat, là, si on peut répondre rapidement. OK, bien, Louis, en fait, c'est sûr qu'on est plus vulnérable si on a une téléphonie IP qui est dans le nuagique, puisque, évidemment, les fournisseurs de services sont plus susceptibles d'être attaqués qu'à l'interne chez nous. Puis, évidemment, il y a des technologies de pointe qui nous permettent de protéger, autant qu'on peut protéger nos serveurs, notre infrastructure pour la téléphonie IP. Donc, c'est une question ici de jauger. Est-ce que mon information elle est sensible? Moi, je dirais, par exemple, si vous avez un bureau d'avocat qui gère les informations confidentielles, je serais propriétaire de ma technologie
mais par exemple, j'aurai un partenaire pour en gérer la surveillance, pour m'assurer de l'intégrité de mes installations. Par contre, si vous offrez un service beaucoup plus général, comme par exemple la confection de sites Internet, vous n'avez pas besoin d'aller jusque-là, puisque quand même les critères de sécurité sont assez élevés. Mais ça se magasine un fournisseur de téléphonie IP au niveau de la sécurité. Ça, c'est des critères qui peuvent être débattus avec eux. Fait que je ne sais pas si... Ben, je pense que c'est assez bien répondu. Pour les questions, par contre, Martine, je pense qu'on va essayer de les prendre au temps de réponse aux questions. Hein? Oui, exactement. Moi, je les note au fur et à mesure. Puis, ce qui n'aura pas été répondu, on va revenir à la fin sans problème, juste pour permettre à Hugo de vraiment donner le plus de contenu dans son 40 minutes. Parfait. Cool. Fait que les politiques d'utilisation, tantôt on en a parlé, les politiques de télétravail, on veut en chasser là-dedans les paramètres de connexion. Donc, comment on se connecte, c'est quoi les conditions d'utilisation. Puis, encore une fois, j'ai mis en gras éviter des pertes de temps. C'est le temps d'en parler, là, du contrôle qu'on peut avoir sur nos employés pendant qu'ils font du télétravail. La responsabilité technologique de tout ça, ben, vous voulez que vos dirigeants de vos TI soient impliqués dans les politiques, que les responsables des ressources humaines aussi, évidemment les dirigeants, les propriétaires d'entreprise, la haute direction, le CA, mais j'ajouterais une autre couche qui est un juriste qui revoit la viabilité de ce que vous avez ajouté dans vos politiques d'utilisation, dans laquelle vous allez ajouter des informations sur la sécurité, c'est clair. Donc, et ces informations-là doivent être vues par des experts. Donc, si vous doutez seulement que votre personnel interne n'a pas l'expertise pour confirmer la recevabilité de ce que vous ajoutez par rapport à la sécurité, faites-le revoir par une firme externe. Au niveau de la sécurité de l'infrastructure, il y a plusieurs options. Je vous dirais, les pare-feux de nouvelle génération, c'est assez exceptionnel ce qu'on arrive à faire avec ça, mais ça mériterait une présentation en soi. Utiliser des mots de passe qui sont complexes, qui sont plus longs. La double authentification, c'est hyper accessible désormais. Donc, vous pouvez vous servir de ça aussi pour vous assurer de votre sécurité et les sauvegardes de données à l'externe. Ça fait longtemps qu'on en parle. Attendez pas de vivre une catastrophe, de perdre vos données avant de commencer à faire ça. Vraiment, là, c'est une bouée de sauvetage. Et évidemment, si vous disposez, c'est la contrepartie de ne pas être dans l'info nuagique pour des impondérables de sécurité, c'est qu'il faut s'assurer que nos équipements roulent en tout temps. Donc, l'électricité, par exemple, ben, on voudrait avoir un appareil comme une génératrice au cas où on a une perte de courant. La climatisation, c'est sûr que si on a une grande salle de serveur, il faut s'assurer que ça soit climatisé d'une façon adéquate. Maintenant, le personnel, il faut qu'il soit conscientisé à cette sécurité-là. Donc, on veut qu'il comprenne que son pare-feu sur son ordi n'est peut-être pas sur sa coche avec le pare-feu à job. Ce n'est pas la même chose. On veut qu'il comprenne aussi que s'il se connecte en public, c'est peut-être moins sécuritaire. Et ça, c'est très, très important, qu'il développe le réflexe d'entrer en contact avec votre personnel de support informatique quand il ne comprend pas ce qui se passe. S'il y a un pop-up avec un message que votre employé ne comprend pas ce que c'est, on clique sur rien, on appelle le personnel de support. Donc, il faut les conscientiser. Il y a des outils de conscientisation. Les plus populaires, je vous dirais, sont les outils de simulation d'hameçonnage. Ça envoie des courriels qui peuvent s'avérer frauduleux. Quand quelqu'un réagit avec un courriel douteux, à ce moment-là, on book systématiquement une formation avec l'employé fautif pour le sensibiliser à la sécurité informatique. Puis cette formation, comme toutes les autres formations relatives au télétravail, vous voulez la planifier, donc budgéter puis fournir les formations aux employés, mais vous voulez aussi que vos employés s'engagent à suivre les dites formations. Très important. Pourquoi? Parce que le bottom line, ça va donner moins, on va moins accaparer votre personnel de soutien, qui va pouvoir se permettre de faire d'autres choses plutôt que de faire du troubleshooting à longueur de journée avec vos employés. Donc, formez vos employés. L'ergonomie maintenant. L'ergonomie, c'est hyper important. Malheureusement, on va faire un survol rapide.
Écoutez, il y a des gens encore aujourd'hui, après 13 mois d'isolement, qui travaillent comme ça, avec un portable sur leur genou. Ce que ça donne, ça, c'est des problèmes de santé. On appelle, je mentionne ici flexion du cou, abduction des épaules, pression mécanique au poignet. Ça peut sembler très farfelu, mais ça mène à des congés de maladie. Donc, puis c'est des prescriptions de médecins, là. Donc, vous voulez éviter ça. Donc, assurez-vous que de donner des directives de base à vos employés. Donc, par exemple, les inviter à se munir ou fournissez-leur des claviers, des souris auxiliaires à brancher dans le portable, un support pour surélever leur ordinateur, des écrans aussi pour avoir une surface de bureau qui est plus confortable à travailler. Évidemment, on aimerait avoir des installations appropriées pour éviter justement les interruptions, pour que les gens restent concentrés. C'est sûr qu'on veut avoir, l'idéal c'est d'avoir un bureau fermé avec des meubles de bureau, comme justement un bureau, une chaise ergonomique, mais ce n'est pas toujours possible. Le top, c'est d'avoir littéralement un ergonome qui s'assure d'émettre des commentaires sur les installations. Ça peut être en se déplaçant chez vos télétravailleurs ou tout simplement en ayant accès, par exemple, une vidéo 360 ou des photographies de ce qu'il y a sur place et émettre des recommandations. Je vous le dis, faire ça pour vos employés, là, ce que ça veut dire, c'est du capital sympathique. Et capital sympathique égale fidélisation, rétention d'employés. C'est important à savoir. Maintenant, quand on n'a pas le choix, qu'est-ce qu'on fait? Il y a des alternatives. On bidouille quelque chose avec, par exemple, on se trouve une surface plane pour travailler avec l'espace. On a besoin d'un coussin d'assise. Si on travaille sur une chaise de cuisine, on va avoir un coussin pour s'asseoir, surtout si on fait une période prolongée. On a besoin d'un appui-pied aussi pour être droit. Et on va avoir un coussin de support pour le dos aussi. Ça, c'est l'idéal, je vous dirais, c'est de prendre une bonne serviette, la rouler, là, faire un boudin avec ça, puis la mettre dans le dos pour le confort. Hugo, t'es tombé sur mute. OK, est-ce que vous avez compris le... Non, on a manqué la dernière phrase, oui. La dernière phrase était, on a fait le tour de l'ergonomie puis des TI. Maintenant, on va passer... Désolé, bon. Je ne sais pas tout comment c'est arrivé, mais ça, c'est évidemment, ça vient avec l'informatique. Le télétravail. Donc, les mystères de l'informatique. C'est bon maintenant? Oui. Oui, c'est bon. Good. Maintenant qu'on a parlé d'ergonomie, on va parler de mobilisation d'équipe. Je vais juste regarder ici comment je vais dans le temps. Parfait. J'ai bien 10 minutes qui me reste? Ben, même 15, là, 10-15 minutes, oui. Parfait. 10-12 minutes, oui, t'as bien. Cool. Fait que, culture d'entreprise, gestion à distance, ça, c'est les sujets que vous avez souhaité de discuter. Puis, on va couvrir ça avec la mobilisation d'équipe et le rôle du gestionnaire. Donc, première des choses, la gestion familiale. Pour donner une chance à vos employés d'atteindre leurs objectifs, d'être à la hauteur de vos attentes, il faut prévoir. En fait, la prévention, l'organisation vient pallier avec la virtualité du télétravail. Donc, avertissez-les à l'avance qu'on va avoir un besoin d'un temps où on travaille en équipe, où il ne faut pas être dérangé par la famille, les amis, les animaux. On veut aussi prévoir un temps, leur dire, regardez, là, ce travail-là, là, tu vas avoir besoin de te concentrer pour le faire. Fait que tu ne pourras pas être dérangé. Ça, ce que ça fait, c'est très apprécié des employés. Ils vont pouvoir organiser leur semaine en fonction, surtout ceux qui ont, comme sur la photo, des enfants en bas âge. Donc, ça gère ce genre de choses-là. Et vous avez tout à gagner, autant au niveau de la productivité que du capital sympathique, de planifier des périodes. Maintenant, les collaborateurs, et je ne sais pas si je vais vous surprendre, là, mais vos employés, c'est plus juste une job qu'ils veulent chez vous. Ils veulent être valorisés, ils veulent exprimer de leur talent,
ils veulent faire partie d'une communauté, ils veulent se développer. Donc, c'est vraiment tout un cadre qu'ils viennent chercher chez vous. Le cadre, il faut leur donner, puis on leur donne comment? Bien, en clarifiant les choses. Donc, c'est quoi ton poste? C'est quoi ton département? C'est qui ton superviseur immédiat? C'est quoi l'objectif de ton poste? Tes responsabilités, c'est quoi? Puis, la liste des tâches à effectuer, puis on garde le contrôle aussi sur les règles du jeu en parlant d'heures de travail communes, puis les outils qu'on va utiliser pour faire le travail. Bien sûr, pour mobiliser des équipes et pour les gérer, la communication est ce qui est à peu près le plus important. Vous voulez privilégier la visioconférence. Pourquoi? Parce que c'est plus pratique pour véhiculer un message, voir si les gens sont attentifs, être plus prêts, briser la distance, là. Puis, c'est plus facile aussi d'interagir d'une personne à l'autre quand on peut voir les réactions sur les visages. Pour les communications individuelles, là, il y a quelque chose à considérer qui est malheureusement mis de côté la plupart du temps, surtout quand on est en mode réactif avec le télétravail. C'est que le monde avec lequel on travaille, c'est du monde. Puis le monde, normalement, ça parle entre eux, ça échange de tout et de rien, de la pluie du beau temps. Là, en télétravail, à chaque fois qu'on interagit avec quelqu'un, c'est down to business, puis let's go, on parle d'affaires, puis on n'a pas d'espace pour parler d'autre chose que du travail, ce qui est hyper important. Donc, vous, en tant que gestionnaire, vous voulez vous programmer des temps dans vos rencontres individuelles, 5, 10 minutes, 15 minutes pour faire du small talk avec les gens, parler de choses informelles pour construire le rapport avec vos employés. Activer les caméras, exiger que les gens activent leurs caméras. S'ils sont gênés parce qu'ils sont dans la cuisine, c'est pas grave. Vous voulez les voir, vous voulez interagir avec eux. Partagez votre écran au besoin. Donc, si vous avez quelque chose à expliquer qui relève de votre infrastructure TI, de votre environnement TI, vous pouvez partager l'écran, comme je fais en ce moment. À peu près toutes les technologies permettent de le faire maintenant. Les objectifs, bien entendu, on va y revenir. Et il faut être réellement à l'écoute des besoins de vos employés. Il y a un adage connu qui est une bouche, deux oreilles. Dans les rencontres privées, de one-on-one, c'est important d'écouter, vraiment. Psychologiquement, ça a un impact et éviter d'assurer le surmenage. Là, c'est sûr que ça se fait sembler contre-intuitif parce que la plupart d'entre vous ont peur que leur employé ne travaille pas assez. Je peux vous dire qu'il y en a qui travaillent trop. Puis, je pense à Martine qui en parlait un petit peu tantôt. Donc, on a tendance à trop travailler quand on est confortable dans un environnement de télétravail. C'est facile de se booker des rendez-vous back-à-back, puis que ça n'ait pas de fin, qu'on commence à 8 heures le matin, qu'on finisse à 9 heures le soir, puis qu'on est brûlé. Mais attention, ça aussi, c'est bien sympathique, c'est rentable pour nous, sauf qu'à terme, un employé qui fait du zèle comme ça, même malgré lui, il peut tomber malade. Ce qu'on veut, c'est l'éviter. On s'assure que, bien qu'on encourage la motivation de nos employés qui ne travaillent pas trop. On ne veut pas qu'ils se surmènent parce qu'on veut les garder avec nous. Donc, on veut bien communiquer, on veut questionner nos communications pour bien le faire. Est-ce que c'est clair ce que j'ai dit? Est-ce que c'était le moment d'en parler? Est-ce que j'ai bien préparé mon message? Est-ce que c'est cohérent par rapport avec la philosophie de l'entreprise? Est-ce que j'aurais pu l'optimiser davantage? Est-ce que ça aurait pu être plus long, plus court? Puis, est-ce que j'utilise le bon médium? Ça, je l'envoie dessus par courriel ou bien donc, ce qu'on en parle dans une rencontre. Les attentes maintenant vers vous, parce qu'il y en a pas mal. On s'attend d'un gestionnaire qu'il soit visionnaire, inspirant, mobilisateur, dévoué et qu'il atteigne les objectifs de l'entreprise en plus. C'est une commande pas mal salée que vous avez. Donc, donnez-vous les moyens d'y arriver. Pour ce faire, les options, motiver votre équipe. Vous voulez encourager l'autonomie de vos équipes, de vos ressources. Vous voulez aussi maîtriser les technologies. Mais ça, ce n'est pas juste vous. C'est vos employés aussi qui doivent faire ça. Vous voulez évaluer, évidemment, avec vos équipes, d'une façon ouverte et productive, le travail qui est fait et communiquer fréquemment. Ici, communiquer fréquemment, ça ne veut pas dire communiquer constamment. Donc, faites attention de ne pas faire de la réunionnite parce que vous avez l'impression de perdre le contrôle. Comment on fait ça? En évaluant justement avec les équipes. Donc, fréquemment, pas constamment. Maintenant, on veut
adapter notre encadrement à chacune de nos ressources. Il y a des ressources qui sont en avant, il y en a qui sont au milieu, puis il y en a qui sont à la remorque. Ces gens-là ont besoin d'un encadrement qui fit avec leur performance pour que vous les gardez motivés, encore une fois. Donc, un employé qui est autonome, on va l'encourager, puis ça, on encourage tout le monde. Je vous dirais que c'est votre mission en tant que gestionnaire de télétravailleurs, c'est des encouragements avec tout le monde. Mais vous pouvez vous contenter, avec les employés autonomes, de faire un compte-rendu ponctuel that's it. Maintenant, un employé qui est semi-autonome, encore une fois, les encouragements, mais vous voulez établir un plan avec cet employé-là et faire des comptes rendus ponctuels aussi. Puis l'employé qui, lui, a besoin qu'on lui tienne la main, ben, on va faire, évidemment, encore plus d'encouragement qu'avec les autres. On va établir un plan, mais ce plan-là, on va faire des mises à jour régulières. On va se réexpliquer, on va être pour être sûr qu'on ait compris, puis on va faire beaucoup de comptes rendus qui sont ponctuels pour essayer d'élever cet employé-là vers au moins une autonomie partielle. Donc, vous avez embauché des équipes, c'est le temps de leur faire confiance. Mais faire confiance, ça ne veut pas dire qu'on perd le contrôle. Donc, on garde le contrôle en faisant des listes de contrôle. Ces listes de contrôle-là, on se donne des objectifs à atteindre. C'est quoi les résultats qu'on cherche à avoir, les échéanciers? C'est quoi nos indicateurs d'évaluation? On suit l'évolution des travaux, puis on donne du feedback. Les objectifs qu'on veut dans nos listes, c'est des objectifs qui sont SMART. À chaque fois que j'ai fait une présentation chez vous, j'ai parlé d'objectifs SMART. Ce n'est pas une fixation, c'est vraiment une règle qui est très connue. C'est une des meilleures pratiques d'industrie, l'objectif SMART, qui veut dire un acronyme pour spécifique, mesurable, acceptable, atteignable, réaliste et temporellement défini. On les définit comment, ces objectifs SMART? On veut savoir où on va aller chercher nos données, comment on va aller chercher ces données-là, quelle est la fréquence de mesure de ces données-là et qui est responsable de la transmission puis de l'analyse des données. Puis, avec nos équipes, ce qu'on va faire, c'est élaborer dans le temps un plan pour réaliser nos objectifs. Donc, sur une base trimestrielle, mensuelle, hebdomadaire jusqu'à journalière, avec les équipes, en collaboration. Donc, quand on a fait tout ça, on risque d'avoir du succès, puis qui dit succès, dit reconnaissance. Quand on est au bureau, on prend la peine de souligner les succès d'équipe. On paye un verre à tout le monde après, ou on s'en va manger ensemble. On fait la même chose quand on est en télétravail. Donc, on souligne les bons coups en gang, bravo, mais les mauvais coups, on se garde une petite gêne. On fait ça à part, en one-on-one avec les gens idéalement. Ils vont vous en être reconnaissants. Les bonnes pratiques, si quelqu'un a trouvé une façon plus efficace de travailler, on la partage avec les autres et on célèbre, comme je disais, les réalisations d'équipe. Donc, je peux vous donner un exemple. Pour remplacer la sortie au restaurant avec tout le monde, vous payez à la traite, envoyez-leur un repas traiteur à chacun chez eux à la maison, que tout le monde partage le même lunch ensemble en visioconférence, par exemple, pour pallier à la virtualité de votre rencontre. Puis, je vous dirais que pour atteindre ces objectifs-là, pour adapter les bonnes attitudes pour gérer les équipes à distance, l'approche ultime, c'est l'approche coach. Vous voulez avoir une approche de coaching avec vos équipes. C'est sûr que ça mérite, l'approche coach, une formation en soi, une présentation en soi. Et la bonne nouvelle, c'est qu'il en existe une. Donc, M. Levasseur, ici présent, a donné à plusieurs reprises une formation sur le coaching, sur l'approche du leader coach. Et dans sa grande générosité, il va vous donner accès à cette formation-là complète sur le site Internet de Levasseur Warren. En attendant, moi, je veux juste survoler ce que ça représente, l'approche coach. Donc, le coaching, qu'est-ce que c'est? C'est un partenariat. C'est ça qu'il faut retenir entre le coach et les coachés pour atteindre un objectif ou aller plus rapidement vers un objectif pour améliorer la qualité de vie des gens. J'ai gardé la slide ici par rapport aux professions d'accompagnement parce qu'il y a quelque chose qui ressort de tout ça là, qui crève les yeux, c'est que c'est la seule profession, la seule approche de toutes les professions d'accompagnement à laquelle la solution vient du coaché et non du fournisseur, non de l'accompagnateur. Donc, que ce soit formateur, consultant, conseiller, psychothérapeute, mentor,
tous ces gens-là vont vous donner les réponses. Tandis que le coach, lui, va travailler avec vous pour que vous trouviez les réponses à vos problématiques. Donc, cette approche-là, vous voulez l'avoir avec vos ressources. C'est différent du style traditionnel de contrôle, bien entendu. Qu'est-ce que ça fait? Le dirigeant coach, il collabore au lieu de contrôler. Il parle moins, il écoute plus. Il donne moins d'ordre, pose plus de questions. Puis, il va plus vers la rétroaction que se faire une tête sur la performance de quelqu'un. Il y a plusieurs avantages à ça. Premièrement, avoir une meilleure compréhension avec qui vous travaillez. Parce que quand on écoute les gens, on les comprend un petit peu plus que quand on pointe puis qu'on donne des directives. Évidemment, ça nous permet d'avoir des opportunités d'influence, de développer des relations réelles avec nos employés et nos ressources, puis améliorer l'engagement puis la rétention. Ça renforce aussi la responsabilisation, ça c'est hyper intéressant. Je vais juste terminer en parlant du fait que le télétravail va survivre à la COVID. Je vous le dis tout de suite. Il était là avant en passant, mais ça va rester. Moi, j'ai 5 points pour lesquels, 5 raisons pour lesquelles il va rester le télétravail après la COVID. Le premier, c'est l'alternative écologique. S'il y a quelque chose qui a marqué les imaginaires, c'est de voir les petits animaux venir au centre-ville quand tout le monde était confiné au début de la crise. C'est sûr que le milieu des affaires n'est pas rendu à prioriser l'écologie, mais on ne peut pas passer à côté des impacts bénéfiques pour l'environnement, l'amélioration de la qualité de vie et encore une fois, le gain de capital sympathique, qui veut dire fidélisation, rétention d'employés, attraction d'employés. Deuxième raison pour laquelle ça va rester, le télétravail, ça coûte moins cher. Le bottom line, c'est qu'au niveau des frais d'exploitation, c'est beaucoup moins cher de fournir, par exemple, l'énergie pour 10 employés que pour 100 employés, par exemple. Réduction du parc immobilier aussi. Si vous avez besoin de moins de place, c'est moins d'infrastructures. Si vous pouvez gérer votre croissance aussi en considérant le télétravail, ça veut dire que vous n'avez pas nécessairement besoin de faire l'acquisition ou la location d'un autre espace. Et aussi, c'est des économies pour les télétravailleurs, parce que les télétravailleurs, ils ont moins ou pas de frais de transport, moins de frais vestimentaires, je vous dirais pour le bas à tout le moins. Et les frais alimentaires aussi sont réduits. Donc, ça coûte moins cher d'aller se faire un lunch que d'aller dans un restaurant 4 étoiles avec la gang. Troisième point, c'est une assurance catastrophe. Tout le monde ici connaît une entreprise qui a mis la clé dans la porte depuis le début de la COVID. C'est clair que le télétravail a été la bouée de sauvetage qui a permis à beaucoup d'entreprises de rester en vie. Puis ça, on le sait. Puis les investisseurs aussi, ils savent. Donc, si vous ajoutez le télétravail dans vos visions d'avenir, c'est rassurant pour les investisseurs. Quatrième raison, les patrons, vous avez arrêté d'avoir peur du télétravail. Pourquoi? Parce que vous l'avez pratiqué. C'est sûr que naturellement, le gestionnaire est méfiant du télétravail parce qu'on a l'impression de moins être capable de surveiller les employés. Mais déjà en partant, ce n'est pas parce qu'on voit un employé qui s'agite devant un ordinateur qui est en train de travailler. Okay? Il y a des gens qui sont passés maîtres dans l'art de faire semblant de travailler. Ça fait 40 ans que les experts nous le disent. La gestion au résultat, c'est la meilleure pratique, puis même les plus récalcitrants des employeurs qui ont été pris pour faire du télétravail le constatent. Donc, c'est les résultats qui priment, pas le sentiment de confort et de contrôle du gestionnaire, mais c'est les résultats qui priment. Puis, finalement, dernier point sur 5, les employés en redemandent. Les employés ont goûté maintenant. On n'a plus vraiment le choix. 80% d'entre eux souhaitent avoir une partie de télétravail dans leur façon de travailler, que ce soit au moins à l'occasion. 56% des employés peuvent faire du télétravail sur l'ensemble de la force des gens qui peuvent travailler. Il y a 56% qui peuvent faire du télétravail. Les employés en télétravail sont plus heureux aussi. Pourquoi? Parce qu'il y a moins de stress, moins de déplacements, moins de standards vestimentaires respectés, etc. Et ça, c'est peut-être un bout très intéressant pour vous. Plus du tiers serait prêt à avoir une réduction de salaire pour garder le télétravail. Donc, comme je vous disais tantôt,
Levasseur Warren vous fait cadeau d'une formation complète parce qu'on sait qu'on est allé juste en survol là, dans notre présentation. Fait que vous allez pouvoir choisir parmi les formations e-learning sur le site de Télétravail Académie, celle qui vous intéresse, puisqu'on va vous donner l'équivalent d'un membership standard avec un code qui va vous être envoyé par courriel. Vous allez pouvoir choisir parmi les 9 formations qui sont disponibles à ce jour sur le site. Donc, voilà pour le bout présentation magistrale. Merci, Hugo. C'était vraiment intéressant et très complet. On aimerait maintenant vous entendre dans une remontée en grand groupe, puis l'information va permettre d'alimenter les réflexions de chacun sur le télétravail parce que, bon, on parlait de catastrophe et de triomphe. On a utilisé des mots forts parce qu'on sait que le télétravail, ça suscite chez nos entrepreneurs des sentiments forts, soit positifs, soit négatifs. Pour respecter le temps, je demanderais, comme j'ai dit tout à l'heure, à un représentant par groupe de mettre le top 1 du groupe par rapport aux catastrophes et le top 1 de vos triomphes. Donc, mettre l'information dans le chat. Et pendant que vous tapez, on se demandait s'il y aurait quelqu'un qui serait volontaire pour nous donner sa réponse verbalement et permettre peut-être à Hugo de répondre soit par des conseils par rapport à la catastrophe et souligner les triomphes comme des bonnes pratiques. Est-ce que j'ai un volontaire? Peut-être me le signifier. Oui, Valérie? Ben, on m'a demandé de prendre la parole. Alors, si vous voulez bien, je vais prendre la parole de France. Ah, c'est super, merci. Pour vous expliquer les difficultés qu'on peut avoir, nous. Alors, apparemment, on est comme vous, on est en confinement. L'État a demandé que ça soit full télétravail pour tous les emplois qui le permet, avec une tolérance d'une journée maximum. Alors moi, je suis un cas un peu particulier parce que je fais partie de l'événementiel, donc ça fait 1 an que je suis fermée, j'essaye de me digitaliser. Donc c'est hyper difficile au niveau des équipes, garder les équipes, garder le moral. Quand vous n'avez pas de projection, qu'à chaque fois que vous avez une projection, vous avez derrière une déception, que les perspectives sont encore pires que ce qu'on imaginait et que soit vous êtes en activité partielle, soit en télétravail. Donc voilà, c'est compliqué et une mauvaise aventure de l'année dernière où pour des contrats cadres, moi j'ai l'impression quand même que la législation n'est pas du tout adaptée, en tout cas en France, au télétravail. On demande de responsabiliser nos employés, nos salariés qui soient autonomes, surtout pour des responsables commerciaux. Et en même temps, on peut avoir des failles juridiques où il y a des avocats qui se mettent dans les petits trous et qui vous demandent en même temps de rendre autonomes vos cadres commerciaux, de vérifier le droit à la déconnexion pour le télétravail. Donc moi j'avoue que je suis quand même, alors c'est très particulier, c'est juste un témoignage parce que vous n'allez pas faire d'un cas particulier pour tout le monde, mais j'ai l'impression que en tout cas en France la législation elle n'est pas du tout adaptée. Et voilà, je peux pas, j'entends bien hein, le début de l'intervention avec les traces écrites qu'il faut faire avec tous les éléments, etc. Mais j'ai quand même l'impression que quelles que soient les traces et les garde-fous qu'on mette, qu'il y ait quand même des lois qui datent d'un autre temps et d'une autre réalité, qui fassent que de toute façon, juridiquement, il y aura toujours un avocat pour aller chercher la petite faille. Donc ça, c'est plutôt la remontée négative. Et je dirais dans la remontée positive, dans notre groupe, il y a eu des mises en place de 5 à 7 virtuels avec des activités ludiques, créatives, sociales sur la base du volontariat. Et j'avoue que moi, je dis un grand bravo parce que taux de participation 85%, je trouve ça assez énorme. Est-ce que tu as mis ça toi-même en place, Valérie, les 5 à 7 virtuels? Moi, c'était très compliqué. Non, je ne l'ai pas mis en place parce qu'on a fait une transformation à marche forcée digitale. Donc, j'ai eu une équipe qui m'a suivie, qui a accepté de se digitaliser malgré toutes les contraintes d'activité, qui s'est beaucoup plus investi que ce qui n'était supposé s'investir. Donc voilà, on a eu beaucoup de travail sur Slack notamment, avec un coach pour essayer de nous transformer à 360 à marche forcée. Mais voilà, c'est pas simple de digitaliser. Il y a forcément des déceptions. Ça marche pas comme on imagine du premier coup. C'est un test, on corrige, on reteste, on recorrige, on reteste, et ça c'est épuisant. Et là, moi, j'avoue que je suis dans une situation où je ne sais plus faire et je dois remplacer des commerciaux actuellement et intégrer des personnes en télétravail, j'arrive pas, quoi.
Je suis pas claire. Est-ce que tu veux que j'en parle de ça maintenant? Oui, je pense que la question venait de toi, Valérie. Hein? Comment Oui, intégrer un nouvel employé? Oui, tout à fait. Je peux vous dire que je compatis avec vous parce que le recrutement, l'intégration et la rétention des nouveaux employés en télétravail, c'est un chemin de croix, littéralement. C'est pénible à faire. Pourquoi? Parce que la virtualité, ça l'empêche qu'il y ait un lien qui se crée quand on voit quelqu'un physiquement. Moi, je vous dis, ça peut vous sembler contre-intuitif puisque je fais la prêche sur le télétravail. Là, je suis ambassadeur du télétravail. Mais je vous dirais, dans le cas du recrutement, si vous avez l'opportunité de rencontrer vos ressources, ne serait-ce qu'une fois physiquement, pour ancrer le début d'une relation, c'est le top. Moi, c'est vraiment ma solution idéale. Par contre, c'est tout à fait possible que les gens se sentent bienvenus et acceptés et encadrés dans le cadre du télétravail. Comment on fait ça? On fait un envoi postal à la ressource. On se donne le temps que la personne reçoive cet envoi postal-là, un petit kit d'accueil si vous voulez. Et on fait une réunion avec cette personne-là, une réunion d'accueil exclusivement. Pas une réunion de 5 minutes suivie d'une période de formation et de travail. Non, une période où elle va rencontrer c'est qui son superviseur, c'est qui sont ses collègues, où on va faire seulement, on va parler de choses informelles. Puis le seul bout formel relatif au travail que je vous suggère de garder dans cette rencontre-là, c'est la programmation de la première formation de la prochaine rencontre. Donc, c'est vraiment une façon efficace que les gens se sentent bienvenus. Puis le fait d'envoyer quelque chose de physique, ne négligez pas cet aspect-là si vous pouvez, parce que ça crée ça a un impact émotif sur les gens. Il y a un émotif d'avoir un petit quelque chose de physique quand on est loin comme ça. Moi, je vous dis, je m'en sers dans mon entreprise pour faire du développement d'affaires. C'est spectaculaire. Les résultats qu'on obtient quand on prend la peine d'envoyer quelque chose de physique, un petit quelque chose, une idée, une pensée marketing, avant d'essayer de leur vendre de quoi à nos clients, aux clients de nos clients plutôt. C'est incroyable parce que les gens manquent de... Tu sais, il y a des gens qui sont tactiles, ça vient pallier avec ça. J'ai quelque chose, là, j'ai ma tasse de l'entreprise, là, ça existe pour vrai, cette entreprise-là. C'est pas juste du virtuel. Voilà ce que je voulais faire. Puis ça répond, Hugo, aussi, tu sais, je suis en train de lire les réponses des gens, là, on a plein d'informations super intéressantes dans le chat, mais justement, l'implantation du télétravail a été compliquée, a provoqué la perte de certains employés, donc c'est le côté plus catastrophe, mais ce que tu dis, justement, c'est de maintenir ce lien-là par différents trucs, autant que pour un nouvel employé que pour un employé qui est avec nous depuis longtemps, mais qui a besoin de ce contact physique. On veut non pas seulement créer des espaces de socialisation, mais encourager des espaces de socialisation où on n'est pas impliqué. Tu sais, la fameuse machine à café là, que tout le monde parle, là, qui manque à tout le monde. Là. Moi, il n'y a personne qui passe leur journée à côté de la machine à café. Ça veut dire que les employés, ils vont sans nous. Ben, c'est correct qu'ils font des activités sans nous. Nous, ce qu'on veut, c'est leur donner les moyens de les faire. Par exemple, il y a des trucs comme des cours de yoga en ligne, des trainers en ligne, proposer aux gens des solutions, des options virtuelles pour qu'ils puissent socialiser ensemble, faire des activités qui vont être l'équivalent d'un team building, si vous voulez, mais virtuel. Ce genre de choses-là, ça fidélise, encore une fois. Les employés sont contents, reconnaissants que vous preniez la peine, ne serait-ce que d'avoir le rôle du facilitateur. Vous n'avez pas nécessairement besoin de sortir le portefeuille, juste de pointer dans la bonne direction. Regardez, vous pourriez faire ça, vous pourriez faire ça. Puis, parfois aussi, Hugo, je peux me permettre, quand on fait des réunions de groupe, mais on peut ouvrir, si on veut, la réunion 15 minutes avant ou une fois que la réunion est terminée, on laisse un 15 minutes. Un peu comme dans la vraie vie où on arrivait d'avance pour un meeting, on prenait un café puis on faisait un petit chit-chat. C'est un truc, entre autres. Oui, il y a les breakout rooms aussi, comme ce que vous venez de vivre là, ensemble. Là. Donc, quand vous faites une rencontre, peut faire un breakout room avant la rencontre avec les gens qui sont là. Donc, puis l'annoncer à l'avance. Encore une fois, planifier. Tu sais, j'ai eu comme question en marge quelqu'un qui demandait qu'est-ce qu'on fait quand on a une semaine relax puis qu'il n'y a pas bien d'ouvrage à faire. On planifie. On planifie des rencontres où on va faire du brainstorming. On planifie des rencontres. On va faire du ludique. Planification.
Je ris parce que dans le chat, il y a quelqu'un qui a dit « Bonjour, fils de Marc ». Parce que la beauté du télétravail, c'est qu'on voit les enfants, on voit les animaux, les chats, les chiens, la construction que les gens font faire dans leur maison. Donc, si on regarde, Hugo, il y a plein de points intéressants. Peut-être un point qui ressort beaucoup, là, tu sais, les gens, il y en a qui notent, puis je trouve ça intéressant parce qu'on parlait de catastrophe, mais ça semble pas en être un, c'est que les gens disent, mes gens sont productifs, mais comment qu'on coupe tu sais, la journée de travail à la fin de la journée, là, tu sais, les gens peuvent, c'est facile de revenir dans le bureau après souper. Oui. Faire attention. Très, très important d'être vigilant par rapport au surmenage, comme j'en ai parlé tantôt, des employés. Donc, ceux qui sont hyper productifs, heureux, extatiques d'être en télétravail, on calme le jeu un peu. Pourquoi? Parce que vous voulez les garder. C'est sûr que s'ils s'épuisent en cours de route, vous allez les perdre à long terme. Par contre, il y a une méthodologie de travail en télétravail qui est particulièrement efficace, c'est de faire des périodes de 1 heure de travail suivie d'une pause de 10 à 15 minutes, une autre heure de travail, une pause de 10 à 15 minutes. Puis ça garde une énergie très, très, très élevée. Par contre, mettez un stop. Donc, si votre employé est parti pour faire un 10 heures par jour, assurez-vous que ce soit sain et viable. Puis négociez avec l'employé avec une approche coach. Dites-lui, regarde, tu me fais du 80 heures, 60 heures par semaine, penses-tu que c'est quelque chose de viable à long terme? Penses-tu que c'est quelque chose qui pourrait être répété par d'autres? Tu auras peut-être le temps d'ajuster les choses. Qu'est-ce que tu en penses? Mais Yves est mieux placé pour parler de coaching que moi. Ouais, ben, parfois, ça peut être juste une question qui ont besoin d'apprendre des techniques de gestion de temps, tu sais, ce qui est important, ce qui est urgent, donc de les aider à prioriser. Parfois, ça peut être une façon. Un autre piste que je vois dans ce qui est partagé dans les triomphes, c'est transparence pour les clients. Puis je trouve ça intéressant, ce point-là. On peut peut-être l'explorer un peu plus, tu sais, parce que toute l'approche client, on sait combien c'est important, d'autant plus aujourd'hui. Transparence pour les clients, dans le sens de c'est plus transparent pour les clients ou c'est plus opaque? Je ne suis pas sûr de comprendre la question. Peut-être Sarah Turcotte. Est-ce que tu pourrais me donner un peu plus de précision? Parce que j'aimerais ça qu'on parle un peu plus justement de la portion client. Je ne sais pas si... Sarah, nous as-tu entendu? Peut-être timide. Moi, j'avais l'impression, je le lisais de façon positive, donc c'est très parce que c'est un triomphe. Donc, je me disais, c'est une approche où le client, envers le client, on a plus de transparence. En télétravail, ben, en fait, honnêtement, il y a moyen d'aller dans les deux directions. On peut choisir d'être plus transparent en télétravail, plus opaque, comme je parlais de téléphonie IP. Tu sais, le client ne sait même pas nécessairement qu'on est en télétravail avec la technologie IP, tu sais, le voice over IP avec la téléphonie. Mais c'est sûr que moi, personnellement, dans mon entreprise, on est hyper transparent pour Vendrez-vous, ma première entreprise. Nos clients ont accès à tous nos outils et qui les concernent. Donc, on met en place, par exemple, un CRM, un Software as a Service, et on donne systématiquement un accès à notre client pour qu'il puisse aller voir le travail qu'on fait pour lui. Comme ça, il y a vraiment, là, ça crée une relation de confiance d'emblée, tu sais, de donner accès à tous les outils comme ça. Ben, ça crée un partenariat, dans le fond. Tu deviens vraiment partenaire avec tes clients. Je voudrais parler. Est-ce que je peux parler? Oui. Denis Giroux. J'étais avec Sarah. Je ne sais pas, Adler est de pas déranger là, présentement. Transparence pour les clients. Ben, c'est surtout au niveau de la technologie avec les téléphones IP et tout ça. Parce qu'elle aussi, son entreprise est en informatique et la mienne aussi. Puis quand on a passé au télétravail, ben, ça s'est fait transparentement parce que nous autres, en tant que tels, on était déjà équipés comme ça. Parce qu'on était en informatique, on avait déjà les outils, on avait nos VPN, on avait nos téléphones IP. Donc, ce côté-là, c'était fantastique. Et en passant, est-ce que vous offrez la téléphonie IP dans votre service, Denis? On ne vend pas de système téléphonique, mais on aide à configurer. On est en infrastructure technologique. Et parce que vous avez un avantage à ce que les gens le sachent puisque vous offrez le service. Exact. Donc, en ce moment, on se sert de la téléphonie IP.
Entendez-vous comment c'est clair? Ça va bien, hein? On pourrait vous la configurer pour vous Oui. que vous avez avantage. Mais il y en a certains qui ne veulent pas rebuter les prospects en démontrant que, bon, ben, les gens sont chez eux dans leur salon, tout ça. Fait que c'est vraiment un choix. Okay. Il y a aussi Kelly Jedrzejowski qui a mentionné que Dialogue Connect peut aussi être un partenaire pour vous aider à ce niveau-là. Je voulais juste le mentionner. Merci beaucoup. On pourrait donner en fait une très belle suite à cette formation-là. Puis Hugo, j'ai une note de contacter après parce que justement, en fait, nous, on offre toutes les plateformes de communication infonuagique complémentaires à Denis, en fait. C'est vraiment tout ce qui est Ring Central, Teams, mais avec la téléphonie qui est intégrée. Fait que c'est une seule plateforme qui inclut le fax, les messageries, la téléphonie, c'est vraiment formidable et très sécuritaire. Merci, Kelly. Dernier petit point, Dano a partagé livre Réussir son télétravail. Je l'ai offert à tous mes employés. Ça fut très apprécié. Je trouve que c'est une bonne idée. Puis il a l'air vraiment très visuel, le livre. Fait que je trouve que c'est une bonne idée des outillés. Je permettrais, peut-être s'il y en a qui veulent envoyer des questions dans le chat, je prendrai un temps, il reste 7 minutes. On avait une question à laquelle on n'a pas eu la chance de répondre. Il y a quelqu'un il y a Jacinthe qui disait, est-ce qu'il y a des outils informatiques pour voir si nos employés travaillent réellement? Ça serait vraiment le fun. Hugo? Ah, ça existe. Il y en a toute une panoplie. Il faut faire attention, par exemple, parce qu'on a des lois à respecter, notamment des lois sur la protection de la vie privée. Donc, il y a des logiciels, par exemple, de gestion de temps qui sont tout à fait legit, là, qui vous permettent, en fait, je vous dirais le plus cachère ou halal, selon vos croyances vont, vous permettre, le gestionnaire de projet permet de faire un suivi de budget, un rapport d'heures par client, il y a des diagrammes de Gantt qui viennent avec ça pour vous permettre de suivre l'évolution pour le contrôle de vos projets. T'sais. Sauf que c'est très soft comme contrôle. Il y a des logiciels de gestion de temps qui vont un petit peu plus loin. Là, vous avez des feuilles de temps. Vous pouvez générer des fiches de paie avec ces logiciels-là. Par exemple, un gestionnaire de projet, la version soft, il y a un exemple gratuit qui s'appelle Wrike, W-R-I-K-E, qui est disponible. Si vous voulez avoir une idée de ce que ça peut avoir l'air. Le logiciel de gestion de temps, un exemple gratuit, c'est Hubstaff, H-U-B-S-T-A-F-F. Ça, c'est modèle de feuille de temps, génération de fiches de paie, rapport avancé. Il y a des minuteurs aussi. Donc, le minuteur, c'est vraiment là, on punch in, on punch out pour chacun des projets. Ça nous permet de faire des suivis de budget aussi, des rapports d'heures. Et il y a un exemple gratuit aussi qui est TIC, T-I-C-K, qui peut avoir comme minuteur là, le punch virtuel. Il y a une version gratuite disponible. Et il y a des logiciels littéralement de surveillance d'employés. Donc, les plus legit, c'est des surveillances d'utilisation d'Internet. Ça, c'est quelque chose que vous pouvez faire parce que vous avez le droit, en tant qu'employeur, de savoir où ils vont. C'est parce que vous pouvez être, je vous le dis, là, il y a de la jurisprudence là-dessus. Si votre employé va sur des sites pornographiques pendant les heures de travail, vous pouvez être considéré comme complice dans de la pornographie infantile, par exemple. Donc, c'est le genre de choses que vous pouvez... Il y a de la jurisprudence là-dessus. Là. Il faut faire attention. Donc, ça, je vous invite à le faire. Par contre, ça peut aller trop loin. Fait que si vous avez l'intention d'aller loin, assurez-vous d'avoir un consentement écrit volontaire de la part de vos employés pour la protection de la vie privée. Donc, l'obtention de toute légalité du consentement, ça va être, si jamais il y a un litige éventuellement, ça va vous protéger un peu plus, mais il faut aller aussi loin qu'enregistrer des frappes d'employés. C'est-à-dire quoi il a frappé sur la capture de photos aléatoires avec sa caméra. À un moment donné, on prend une photo, l'employé ne s'en rend même pas compte. Ça peut aller jusqu'à l'analyse des messageries, qu'est-ce qu'ils font sur leur téléphone, qu'est-ce qu'ils se disent, pour avoir un fil de c'est quoi l'ambiance qu'il y a dans l'entreprise. Puis la compilation des clics, c'est littéralement tout ce qui s'est fait sur un ordinateur de telle heure à telle heure. Vous pouvez l'avoir pour l'analyser, mais ça, c'est pas legit du tout. Fait qu'il faut voir avec les employés, il faut voir avec nos représentants, nos juristes, jusqu'où on peut aller dans notre contexte. C'est sûr qu'on peut aller plus loin si on a des impératifs de sécurité
au niveau par exemple, des informations qu'on a qui sont confidentielles. Là, on peut aller plus loin dans la surveillance, mais il faut faire attention aux lois. Il y a Bertrand qui demande si tu peux envoyer ces exemples de logiciels que tu as mentionnés. Je ne sais pas si tu veux les mettre dans le chat ou oui. Ça serait aidant. Je prendrai une dernière question puis qui me fait sourire de Steve Bombardier. Quelles sont nos obligations à laisser les gens en télétravail si on peut offrir un environnement sécuritaire à nos employés? Je ne sais pas, tu sais, Hugo, c'était pas du tout le thème de notre atelier. Je ne sais pas si tu as une réponse à cet effet-là. Moi, j'ai envie de dire que on l'a positionné comme un avantage dans la pénurie de main-d'œuvre, mais. OK, il n'y a personne qui vous oblige à faire du télétravail. C'est vraiment à votre avantage de le faire. Pourquoi? Parce que vos employés veulent en faire. C'est sûr que dans un contexte où on a une pénurie de personnel qualifié, vous voulez abonder dans le sens des employés. Ce que ça veut dire réellement comme implication pour des gens comme nous, des entrepreneurs, c'est plus de préparation, plus de job, gérer une équipe en télétravail. Par contre, quand on a des outils, quand on s'est bien préparé, c'est quelque chose qui est facilement reproduisable. Donc, on fait une grosse job de fond au début, on se prépare, puis après ça, ça se fait pas mal tout seul. Donc, c'est une adaptation. Autant que vous demandez à vos employés de s'adapter à vos nouveaux outils, à tout ça, il faut que vous adaptiez à la gestion qui va suivre avec cette nouvelle façon de travailler-là. Donc, c'est sûr que vous pouvez littéralement ne pas faire de télétravail si vous avez un environnement qui est confortable. Puis beaucoup d'entreprises aussi qui ont des employés qui ne veulent pas en faire de télétravail. Donc, c'est important le bottom line, là, faites une analyse de votre entreprise puis de vos employés. Vos employés, vous voulez savoir qu'est-ce qu'ils sont capables de faire, jusqu'où ils peuvent aller au niveau de l'apprentissage, puis qu'est-ce qu'ils veulent faire. Parce que si vos employés ne veulent pas faire de télétravail, cassez-vous pas le pompon, faites-en pas. Ou réduisez-le au minimum parce que c'est votre force de travail là, qui est votre pain, votre beurre. Par contre, si vous voyez qu'il y a un engouement, faites-vous violence, adaptez le télétravail. C'est ça. Puis je pense que la meilleure façon de l'adapter ou de l'optimiser, c'est de faire une audit de télétravail, en fait, oui, pour analyser la situation, pour prendre les bonnes décisions. Un diagnostic organisationnel de télétravail. C'est tout le temps qu'on a. Vraiment un gros merci à Yves et à Hugo pour la générosité de toute l'information qui a été fournie aujourd'hui. Évidemment, on ne fera pas un « je repars comment » parce qu'on est trop de gens, mais si vous avez envie de dire merci ou de nous communiquer ce qui vous a marqué, vous pouvez le mettre dans la boîte de chat. Ne vous gênez pas à le faire. Il y en a qui ont déjà commencé. Un grand merci aussi pour les formations qui ont été offertes par Hugo et Yves. Donc, vous allez recevoir l'information par courriel. Pour ceux qui vont écouter en rediffusion, vous pourrez avoir accès à l'information en communiquant avec Hugo Berger par courriel hberger@télétravailacadémie en un seul mot.ca. Je vous invite aussi à vous rendre sur le site web du groupement pour vous inscrire aux autres conférences qui vous sont offertes. La prochaine, c'est sur la transformation numérique avec Coboom et des entreprises autres qui vont nous parler de leur propre transformation. Et vous allez recevoir aussi d'ici demain par courriel le lien vers l'enregistrement pour ceux qui veulent écouter ou le partager avec d'autres entrepreneurs de votre entourage, ainsi que la présentation PowerPoint. Je dis un grand merci à tout le monde pour votre participation. Je sais combien il y a de l'offre en ce moment pour des ateliers en virtuel alors que vous ayez été si nombreux aujourd'hui. Ça nous fait grandement plaisir. Merci beaucoup et à bientôt.